Dans les terres arides du Grand Nord, là où le sable rouge semble embraser le ciel chaque soir, le village de Ganda se mourait de soif sous un soleil implacable qui ne laissait aucun répit aux hommes ni aux bêtes. Les anciens racontaient qu'autrefois, une rivière souterraine, la Veine d'Azur, irriguait toute la région, mais qu'elle avait été détournée par l'égoïsme d'un roi oublié qui voulait garder toute la fraîcheur pour son palais caché sous les dunes de sel. Malik, un jeune garçon dont les yeux avaient la couleur de l'orage, passait ses journées à creuser la terre avec ses mains nues, espérant trouver ne serait-ce qu'une trace d'humidité dans cette poussière étouffante. Un jour, alors qu'il s'était aventuré plus loin que d'habitude dans le canyon des Échos, il découvrit une fente étroite dans la roche noire, une brèche qui ne semblait pas naturelle. En y glissant son bras, il ne sentit pas la chaleur de la pierre, mais un courant d'air glacial qui sentait la mousse humide et le vieux métal. Intrigué et poussé par une force invisible, il utilisa une pierre tranchante pour agrandir l'ouverture jusqu'à ce qu'il puisse y glisser son corps frêle. À l'intérieur, le silence était total, brisé seulement par le battement de son propre cœur. Il descendit un escalier de calcaire poli par les siècles, chaque marche s'enfonçant plus profondément dans les entrailles de l'Afrique. Au bas de l'escalier, il se retrouva devant une immense porte de bronze recouverte d'inscriptions en une langue que personne ne parlait plus depuis des millénaires. Au centre de la porte, un cristal bleu, de la taille d'un poing, émettait une pulsation régulière, comme un signal de détresse envoyé depuis le fond des âges. Malik comprit que ce n'était pas un simple puits, mais l'entrée d'un monde que le soleil avait oublié, un monde qui détenait la clé de la survie de son peuple. Il posa sa main sur le cristal, et soudain, une vision le traversa. Pourtant, le temps a une étrange façon de diluer la reconnaissance des hommes. Plusieurs décennies passèrent et Malik était devenu un vieillard à la barbe de neige. Le village de Ganda était devenu une ville prospère, mais avec la prospérité vint l'insouciance. Les nouvelles générations, n'ayant jamais connu la soif extrême, commencèrent à oublier les lois de l'eau que Malik avait instaurées. On construisit des usines qui rejetaient des déchets dans les canaux, et on creusa des forages profonds sans respecter l'équilibre fragile de la Veine d'Azur. Malik sentait la terre gémir à nouveau sous ses pieds. La perle de rosée, qu'il gardait toujours autour du cou, commença à perdre son éclat, devenant terne comme un caillou ordinaire. Un soir, Malik convoqua les dirigeants de la ville pour les avertir que l'ombre du maître des sombres reflets n'était pas morte, mais qu'elle renaissait de leur propre négligence. Ils se moquèrent de lui, le traitant de vieux rêveur attaché à des légendes d'un autre temps. Ils ne voyaient pas que le débit de la rivière diminuait jour après jour et que les feuilles des arbres commençaient à jaunir par les racines. Malik comprit qu'il devait faire un dernier voyage, non pas pour chercher l'eau cette fois, mais pour réveiller la conscience des hommes. Il se rendit au bord du grand puits, là où son aventure avait commencé, et s'assit en silence, entamant un jeûne de protestation. Son acte attira l'attention des enfants, qui étaient les seuls à avoir encore assez d'imagination pour croire en ces récits. Il leur raconta à nouveau l'histoire de la cité de verre, leur décrivant la beauté des jardins souterrains et le sacrifice des gardiens de sel, espérant que la graine du respect germerait dans leur cœur avant qu'il ne soit trop tard. Le 8e jour, alors que Malik s'affaiblissait, un miracle se produisit. Ce ne fut pas une explosion de magie, mais un mouvement de la jeunesse. Les enfants de Ganda, touchés par les paroles du vieil homme, commencèrent à nettoyer les canaux de leurs propres mains, refusant d'aller à l'école tant que les usines ne cesseraient pas de polluer leur source de vie. Ce mouvement de pureté força les adultes à ouvrir les yeux sur leur propre folie. Sous la pression de leurs enfants, les habitants de la ville signèrent le pacte de l'eau éternelle, une loi sacrée qui plaçait la santé de la Veine d'Azur au-dessus de tout profit financier. À l'instant où le pacte fut scellé, la perle autour du cou de Malik retrouva sa lumière éclatante, illuminant toute la ville d'un bleu saphir. Le vieil homme s'éteignit ce soir-là, un sourire de paix sur les lèvres, sachant que la relève était assurée. On raconte que son corps ne fut jamais retrouvé, mais que le lendemain, une nouvelle statue de sel était apparue au bas de l'escalier de la cité de verre, veillant pour l'éternité aux côtés des anciens gardiens. L'Afrique est une terre où les histoires ne meurent jamais vraiment, elles s'endorment simplement sous le sable en attendant que quelqu'un ait assez de courage pour les réveiller. Aujourd'hui, Ganda est connue comme la cité de l'harmonie, un endroit où l'eau coule librement et où chaque habitant sait que la survie dépend de la mémoire. Et si vous passez par là lors d'une nuit calme, vous pourrez entendre le murmure de la Veine d'Azur, une chanson de gratitude qui monte des profondeurs, rappelant au monde que la véritable richesse est celle que l'on partage et que l'on protège pour ceux qui ne sont pas encore nés.